parler de l'agrivoltaïsme. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est combiner la production agricole avec la production solaire. Et pourquoi je parle de ça? Mais en Europe, là, c'est en train de couvrir carrément les terres agricoles avec cette technique de production solaire. Pourquoi? Ben, premièrement, en Europe, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour faire des parcs solaires, puis ils ne peuvent pas sacrifier, évidemment, les terres agricoles. Alors, ils combinent les deux. Le cultivateur, il peut continuer à exploiter sa terre, puis en même temps, il va produire de l'électricité. Fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. On va commencer par des statistiques un peu dépressives. OK. Projection mondiale vers 2050. 60% de nourriture supplémentaire devrait être produite pour nourrir la population mondiale en 2050. C'est beaucoup, beaucoup de production, ça. L'agriculture mondiale prélève 80% de toute l'eau douce pour l'irrigation. Ça va devenir un gros problème. C'est déjà commencé dans certains pays. La consommation mondiale d'énergie devra augmenter de 50% d'ici 2035. Moi, je pense que ça va être avant ça, là. Bon, OK. Ça va devenir un gros, gros problème. On en a parlé hier, d'ailleurs, avec M. Fitzgibbon. Qui va manquer d'eau d'ici 2040? Bon, ça donne une idée, là, un portrait là, de le problème de sécheresse qui est déjà commencé dans certains pays. Et on ne sera pas à l'abri, là, OK? Pas parce qu'on a plein de lacs, plein de rivières ici au Québec là, que ça va bien aller. Là, c'est déjà commencé dans certaines régions, là, entre autres là, dans les cantons de l'Est. Là, il y a des agriculteurs qui ont commencé à aller encore plus profond pour les puits artésiens parce que là, la nappe, elle a baissé. Fait que c'est commencé ici aussi au Québec. Bon, l'autre problème à l'horizon, c'est qu'on va manquer d'énergie. Ça va prendre un autre demi-hydro, ça a l'air, pour pouvoir suffire à la demande dans le futur. Le premier ministre il a commencé à en parler. On a eu justement la visite de M. Fitzgibbon hier avec le petit panel là, avec Christine Beaulieu là-dessus. Alors, on va avoir beaucoup d'énergie à produire. On ne pourra pas produire ça partout. Et puis, il va falloir faire quelque chose. OK? Puis, les terres agricoles, on ne peut pas là, commencer à les sacrifier pour faire des parcs solaires ou c'est sûr qu'on peut faire des parcs éoliens, là, mais pour le solaire, c'est pas évident. Bon, l'agriculture fait face à 3 défis majeurs. Nourrir plus de monde. La production agricole mondiale doit doubler d'ici 2050 pour pouvoir nourrir 10 milliards d'humains parce que c'est à peu près ça qu'on va être rendu là. Perte de terre cultivable. À toutes les fois, il y a beaucoup de pertes de terre qui se fait. Là, on est en train de revoir toutes ces choses-là, mais il y a quand même la perte de terre, là, le dézonage au profit de l'étalement urbain, là, qui est un gros enjeu. Les parcs industriels et la construction de routes. Tu sais, on veut faire des autoroutes encore. À toute fois qu'on fait ça, mais on perd des bouts de terre pour qu'on puisse exploiter. Le changement climatique, évidemment, là, les températures extrêmes, on a eu des événements là, de verglas dernièrement, puis l'année dernière, on se rappelle, au début juin, là, le gros coup de vent là, qui a jeté par terre plein de réseaux de distribution. On va avoir plein d'événements météo extrêmes, là. La grêle aussi, des grosses tempêtes de neige, des gros coups d'eau, là, comme j'ai vu là, en Floride dernièrement, là, à Fort Lauderdale, c'est que l'aéroport était complètement inondé. Bon, au Québec, c'est tout ce que vous voyez en vert, là, c'est à peu près ce qu'il y a de terre agricole exploitable. Là, on ne peut pas commencer, pas beaucoup, premièrement, mais on ne peut pas couvrir ça de parcs solaires pour sacrifier l'agriculture. On ne peut pas faire ça. Ça ne sera pas acceptable là, par personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là que l'agrivoltaïsme arrive. C'est quoi l'agrivoltaïsme? C'est photovoltaïque présente l'avantage de s'installer rapidement, mais a l'inconvénient d'occuper de l'espace. L'agrivoltaïsme permet de répondre aux enjeux de l'agriculture et de la transition énergétique sans sacrifier l'une à l'autre. Ce que ça fait, l'agrivoltaïsme, ça a beaucoup de bénéfices. Okay? Premièrement, ça va créer de l'ombre sur ta terre, fait que tu as moins besoin d'irrigation. Tu as moins d'évaporation de l'eau aussi.
le fait d'avoir créé de l'ombre. Puis ça fait de l'ombre aussi pour les animaux, parce que les animaux avec ils ont chaud, là. Ils ont besoin d'ombre. Des fois, on en voit là, dans le champ là, des vaches, là, puis pas grand d'ombre là, puis ils sont en grosse canicule, ils souffrent, là, ils ont chaud. C'est pas bon. Quand est-ce que ça a commencé, le concept de ça? Un petit peu d'histoire. C'est en 1981. C'est deux Allemands qui ont fait un papier là, théorique sur l'agrivoltaïsme. Ils ont regardé si c'était possible de faire une chose pareille, c'est-à-dire de produire de l'électricité en même temps, de produire avec le solaire en même temps que cultiver. Fait que ça a resté là sur une théorie, puis c'était vraiment une chose qu'on regardait là. Ouais, c'est possible, là, techniquement, ça se fait. Ça peut être rentable, là, surtout en Allemagne à l'époque, là, ça pouvait être rentable. Mais les premières installations, c'est pas en Allemagne que ça s'est passé, c'est au Japon. Les Japonais ils ont regardé ça et ils ont dit « Hey, on devrait essayer ça ». Fait qu'à partir de 2004, les premiers vraiment systèmes agrivoltaïques ont apparu au Japon. Puis à l'époque, là, ils en ont fait plusieurs milliers entre 2004 et 2017. Puis c'est des structures démontables. Ils ont commencé avec des structures démontables dans les rizières, puis ils bougeaient. Ils déplaçaient le système, tout simplement. Puis avec le temps, ils ont commencé à faire sur d'autres types de terres, mais des installations permanentes. Okay? Là, on était rendu dans des parcs de mégawatts. Là, ils produisent là, énormément. Puis au Japon, il faut comprendre, les Japonais, là, sont zéro hydrocarbures. Là. Là, eux, l'énergie, là, ils la comptent là, à l'électron près, là, tellement qu'ils ils ont besoin d'énergie là-bas. Là. Ils consomment beaucoup, mais ils sont économes, mais dans le sens qu'il y a beaucoup d'industries. Ils ont besoin d'énergie. Ils ont fermé là, des centrales nucléaires, Fukushima, là, qui a explosé. Alors là, il faut qu'ils trouvent d'autres façons, là, mais ils n'ont pas d'espace. L'agrivoltaïsme, pour eux, c'est une bonne manière de pouvoir produire et en même temps de continuer l'agriculture. Les avantages, protection contre les aléas climatiques. Il y a deux types. Vous allez voir la deuxième type, là, mais on va commencer par celle-ci. En France, ça a commencé beaucoup en France. De plus en plus, ils installent ce type de parc solaire avec l'agriculture dans les vignobles, entre autres. Puis ça les protège du gel et aussi des tempêtes de grêle. Ça améliore le rendement de agricole. Ce qu'ils ont remarqué, là, c'est en faisant la projection d'ombre sur les plants, bien, souvent, là, quand il fait trop soleil, trop chaud, là, le plant, là, il n'est plus capable. Là, il va se fermer. Là, il va arrêter là, parce que là, il n'est plus capable. En faisant ça, en projetant l'ombrage sur les plants, bien, ça va lui donner un répit, ça lui donne une chance de continuer à croître. C'est vraiment efficace. Là. Ils ont remarqué là, les rendements sont meilleurs, beaucoup plus de rendement. Le fruit il est mieux développé, moins de maladies aussi. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices là, qui viennent avec l'agrivoltaïsme. Puis cette installation-là qu'on voit ici, là, ben, il est amovible, c'est-à-dire que les panneaux solaires, ils peuvent s'orienter toujours pour créer l'ombre sur le plan pour y donner un répit. Aussi pour diminuer l'évaporation de l'eau du sol. C'est vraiment efficace comme système. Ça fait un revenu complémentaire pour l'agriculteur. On sait comment les agriculteurs en arrachent toujours là, avec les revenus. Puis pour eux, ils ont des ententes de revenus avec le producteur solaire. Ça revalorise aussi la terre agricole. Ça va diminuer la consommation d'eau. Puis c'est vraiment marqué, là, j'ai lu des rapports, jusqu'à 30% de diminution de consommation d'eau. Le fait de pouvoir faire ça, des ombrages sur la végétation, c'est vraiment efficace. Puis évidemment, la biodiversité, ça attire les pollinisateurs. C'est-à-dire que le fait d'avoir un microclimat qui est moins intense, ben, les pollinisateurs, ils aiment ça. Ils aiment ça quand c'est plus frais, c'est moins chaud, il y a de l'ombre. Ça aide aussi à la biodiversité. Quel type de culture dans l'agrivoltaïsme? Bon, rendu là, tout dépendant de la latitude où tu es,
Les techniques vont différer, mais en ce moment, ce qu'on remarque là, pour l'agrivoltaïsme, c'est les rizicultures, les maraîchers, viticulture, arboriculture, champignons, horticulture, petits fruits, apiculture. Oui, l'apiculture aussi, là, les abeilles aiment ça, comme je disais, en dessous des panneaux solaires. Céréales, puis la culture fourragère. Dans la culture fourragère, ce qui est intéressant, c'est que le foin, on va appeler ça de même, le foin est de meilleure qualité pour les animaux, beaucoup plus dense. C'est ce que j'ai lu dans les rapports d'observation. Ici, c'est justement des rapports de la production. Là, ça commence à vraiment sortir parce que ça fait, je sais pas, peut-être une dizaine d'années qu'il y a vraiment des installations permanentes, puis qu'il y en a beaucoup. Là, on commence à voir les chiffres sortir, puis la qualité de la production agricole avec l'agrivoltaïsme. Ils ont toujours des terrains témoins où il n'y en a pas d'agrivoltaïsme pour pouvoir faire une comparaison là, au même endroit. Alors, juste ici en haut, là, le Sun Agri, les aubergines, ça c'est flyé. Celle-là, ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, ce rapport-là. 50% d'augmentation de production pour les aubergines avec l'agrivoltaïsme. Puis le témoin, là, ils ont tout le temps un échantillon témoin, là, puis c'était 50% plus. C'est quand même énorme. Là. Ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Là. Absolument, là, ce que je vois, c'est plus des 20 à 30% d'augmentation. Là, mais 50, là, wow, ça, c'est vraiment quelque chose. Ici, Valeco, en passant, c'est une compagnie française. C'est eux qui ont installé les 2 éoliennes aux îles de la Madeleine. Ils sont ici à Montréal. Ils ont un bureau ici à Montréal. Puis ils sont dans l'agrivoltaïsme en Europe. Eux, c'est la production fourragère, le foin. Je trouve ça un drôle de nom, fourragère. Mais ce que je disais tantôt, là, c'est que l'augmentation de la qualité du foin pour les animaux là, est vraiment notable pour ce qui est avec l'agrivoltaïsme. Ici, on a, ça c'est Total Energy qui sont associés avec Next2Sun, qui est une firme allemande que j'ai communiqué avec les Allemands là, pour en savoir plus. Eux, leur installation est verticale, je vais en parler un petit peu plus loin. Ça, c'est une autre technique. Là. On a vu la technique horizontale, c'est-à-dire au-dessus de la végétation, mais là, il y a une autre technique, c'est verticale. C'est des corridors. C'est différent. Puis c'est aussi, c'est excellent comme technique aussi. Là, c'est des exemples là, de justement différents types d'agrivoltaïsme. Là, on parle des maraîchers ici. Ça, c'est des installations permanentes, comme on voit là ici en haut à gauche. L'arboriculture, il y a beaucoup dans les vergers de pommes, pêche, les fruits comme tels, arboricoles. Eux, c'est des installations en hauteur. Ici, c'est pour créer de l'ombre pour carrément le bovin. Là. Comme je disais tantôt, les animaux ils ont besoin d'ombre aussi. Là, quand ils ont chaud, ils ont chaud. Là. Alors, ils en bénéficient beaucoup. Là. Les animaux aiment ça, aller se parker en dessous des panneaux solaires. Carrément. Là. Puis, même, ils en font aussi dans certains parcs solaires. Ils laissent les moutons se promener pour garder la végétation. Ils mangent partout, ils vont brouter. Là. Puis, ils sont toujours en dessous des panneaux. Ils aiment ça. C'est de l'ombre, c'est tranquille. Puis ça, ici, en bas à droite, là, mais ça, c'est la technique allemande, là, Next2Sun. Ils font ça vertical. Je vais l'expliquer un petit peu plus loin. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Puis, selon moi, je ne suis pas un grand expert en agrivoltaïsme, mais je connais très bien le solaire quand même ici au Québec. Cette technique-là, c'est la mieux adaptée, je crois, pour ici le Québec. Puis je vais expliquer pourquoi. D'autres exemples, là, au-dessus de serre. Celle-là, ici, on voit la belle production de tomates là, pour les maraîchers. Ça, c'est en Hollande. En haut à gauche, ici, c'est la Hollande. Ils ont commencé à faire de la production pour les petits fruits avec toujours la technique agrivoltaïque. Puis la Hollande, là, je veux dire, c'est un pays où c'est plus au nord que nous. Ils n'ont pas un climat extrême de chaleur.
pourtant, ils se sont lancés là-dedans. Fait que si c'est bon pour la Hollande, on est capable de faire la même affaire ici au Québec. Là ici, c'est vraiment dans les vignobles. Au Québec, je ne suis pas sûr que ça va bien fonctionner à cause de notre climat. Mais ça, c'est le sud de la France. Ils ont des gros problèmes de chaleur et de sécheresse. Ça fonctionne très bien là-bas. C'est même prouvé là, sur les rapports comment la production a changé depuis qu'ils ont commencé à faire l'agrivoltaïsme dans les vignes. Puis ça, c'est aux États-Unis, au Colorado, je crois, ils ont commencé sur une ferme spécialisée maraîcher. Puis ils ont fait des installations permanentes comme ça, comme on voit ici. Puis ils ont une belle production également grâce à l'agrivoltaïsme. Qui joue là-dedans? Ben, il y a deux compagnies québécoises. C'est le fun de savoir ça, mais ils ne font rien ici au Québec, malheureusement. Boralex, qui est la filiale de Cascade. Ils sont associés avec Sonagri, qui est une firme spécialisée en agrivoltaïsme en France. Les deux ensemble font des installations agrivoltaïques. Puis il y a Stace aussi, qui sont à Saint-Augustin-des-Maures, qui fabriquent des PV ici au Québec, à Trois-Rivières. Et ils vendent tout en France. Ils font des installations agrivoltaïques également. Bon, Next Tucson. On va parler d'eux maintenant. Ce qui est intéressant de Next Tucson, c'est la position verticale. Pourquoi? Ben, au Québec, il y a de la neige. Hein? On s'entend, là, il neige l'hiver, puis ça recouvre des panneaux. Là, on perd de production. C'est pas idéal. Tu as quand même une bonne production. Là, puis, soit dit en passant, petite parenthèse, la perte de production annuelle pour le PV au Québec, c'est 5%, pas plus. OK? Ça veut dire que 95% du temps, tu produis de l'électricité avec tes panneaux solaires. Tu as juste 5% de perte annuelle de production, c'est tout. C'est parce que souvent, les gens ils disent « Au Québec, ça ne marchera pas, il y a de la neige. Ah, » C'est pas comme ça, il faut que tu le regardes. Là. Okay? Oui, il y en a de la neige, mais ça ne reste pas toujours là. Elle finit par fondre, elle va glisser du panneau, puis tu vas commencer à produire. C'est 5%. Puis à Montréal, 2%, 1%. Il n'y a plus de neige à Montréal. Si tu veux faire du solaire, il fallait aller à Montréal. Bon, Next Tucson, en Allemagne. Ce que je trouvais intéressant, c'est que l'Allemagne, en point de vue de latitude, sont plus au nord que Montréal, sont beaucoup plus haut. L'ensoleillement est moins grand. Okay? À Montréal, on parle de 1200 kWh par kilowatt installé. L'Allemagne, c'est 900. Fait que, déjà, ils produisent moins. On est plus avantagé qu'eux en partant. La raison pourquoi ils font ça vertical, c'est premièrement l'orientation au lieu d'être le sud, mais là c'est est-ouest. Ce qui les intéresse en Allemagne, cette compagnie-là, ce qui les intéresse, c'est de produire l'avant-midi et à la fin de la journée. Les pointes, c'est là que ça consomme le plus. C'est les pointes du matin, les pointes du soir. Bon. L'Allemagne avec, ils en ont des pointes. Là. Puis ça se passe, tout le monde se lève le matin, puis ça prend des douches. Ouais, let's go. Là, ça pique. OK, là, ça va faire des pointes. Fait que là, eux, ils veulent capter vraiment la production du matin et du soir. Le midi, ça ne les intéresse pas parce qu'elle n'est pas là, la consommation. Elle n'est pas là. C'est vraiment là les deux extrêmes. Ce qui est intéressant aussi, bon, c'est que là, tu peux ça prend moins de surface qu'un parc traditionnel. C'est vertical, beaucoup moins de structure, moins d'intervention de construction. Le fait que c'est vertical, c'est rapidement installé, encore plus rapide qu'un parc solaire traditionnel. Puis tu peux utiliser ça même dans le bovin, la même chose. Tu peux t'en servir comme clôture. Il y a toutes sortes d'avantages dans cette technique-là. Mais ce qui a l'avantage pour le Québec, la neige ne reste pas sur tes panneaux. OK? Là, on est vraiment là, on n'a jamais de neige. Ça fait que là, on produit 100% du temps, tout le temps, en autant qu'il fasse soleil. Puis, c'est du bifacial. Ça veut dire que là, le soleil se lève à l'est puis se couche à l'ouest. C'est les deux côtés des panneaux qui va produire. On appelle ça du bifacial. Si vous ne savez pas c'est quoi du bifacial, vous irez voir le kiosque de Rématec.
ils en ont des bifaciaux. Là, vous allez voir, c'est vraiment du PV des deux côtés. Là, le PV est exposé des deux bords. C'est une grande production. Tu peux aller jusqu'à 30% plus le fait d'avoir du bifacial. Le bifacial, l'avantage, c'est que ça va ramasser les reflets au sol pour produire encore plus. Puis l'hiver, ça donne bien, il y a de la neige. Gros reflet, on appelle ça l'albédo du sol. Mais l'albédo, là, avec la neige, c'est quasiment 100% là, de production, c'est-à-dire de reflets. Mais là, tu vas avoir un gain de production. Les Allemands, ils m'ont expliqué que justement, dans les hémisphères plus au nord, dans les latitudes plus au nord en Allemagne, quand il y a de la neige, ça l'explose la production. Là. Parce que là, écoute, là, ils ont les conditions parfaites. Ils ont le froid, parce que le PV aime le froid pour produire. Il produit encore plus. Les électrons aiment ça voyager dans le froid. Puis, tu vas avoir l'effet de l'albédo qui va faire augmenter la production. Et ils m'ont dit, là, on a vraiment des grosses productions. Les pics, c'est pas l'été, c'est l'hiver. Quand il y a de la neige, ils produisent plus pour le même temps, le même heure. Là. Ils vont produire plus avec la neige. L'autre chose que j'ai en discutant avec les Allemands, l'autre chose que j'ai posée comme question, ça, on va revenir avec la question. Là, je vais vous montrer un peu la courbe ici. Là. La courbe orange qu'on voit, c'est orange, ça? Ça a l'air orange, hein? Un petit peu daltonien. La courbe orange ici, ben ça, c'est la production verticale. Okay? Là, on voit vraiment là, les heures. Là, il est à peu près 9 heures quand il est à son pic. Puis il est un petit peu avant 19 heures. Il est à son pic là. Fait que le midi, on voit là, le creux, là, ça produit moins. Mais c'est vraiment ce qu'il recherchait. Puis ce qu'on voit là, la ligne bleue, mais ça, c'est c'est une production d'un parc traditionnel France-Sud. Okay? Puis, c'est la même production. Au bout de la ligne, à la fin de la journée, là, tu vas avoir produit sensiblement la même quantité d'électricité. C'est juste que tu la déplaces l'avant-midi et l'après-midi. C'est tout, là. C'est que tu as pogné la courbe du centre, là, puis tu l'as splitté en deux, puis on produit comme ça. Fait qu'il n'y en a pas de perte. Ça produit autant que si tu es traditionnellement France-Sud, vertical. Puis j'ai vu plein de papiers là, passer universitaires, tout. Là, c'est l'observation de plus en plus qu'on voit. C'est qu'on peut faire ça vertical, puis ça va fournir même des fois plus qu'un traditionnel France-Sud. Ça dépend du contexte. Dans certains contextes, tu vas avoir plus de production en vertical que horizontal. Ça, c'est un exemple d'un projet qu'ils m'ont donné. Là, ils m'ont donné la fiche. Là. C'est en quelque part en Allemagne. Là, je ne pourrais pas dire ce nom-là. Je suis pas capable de prononcer ça. C'est le plus grand parc agrivoltaïque. OK, on parle juste d'agrivoltaïsme ici. Là. C'est le plus grand parc agrivoltaïque en Europe en ce moment. Il est 4 MW. C'est le plus grand. Il est en Allemagne. Il est à la latitude 48 degrés. Pour le Québec, ça veut dire que ce parc-là, il serait à Saint-Simeon-Tadoussac, dans ce coin-là. Si on faisait un parallèle. Puis, ici en bas, là, on voit le coût de production. Le coût du projet, c'est 8 cents du kilowattheure. 8 cents, t'as à voir. Combien ça coûte Hydro-Québec déjà? Je dis, on est proche en Moses, là, OK? La production là, par kilowatt, là, c'est 1209 kilowatts par kilowatt installé par année. Ça, c'est le vertical. Ils ont fait une comparaison avec un parc traditionnel France-Sud qui coûte à peu près le même prix, à construire et il produit moins que le vertical. Pas beaucoup moins, mais quand même, il produit moins. Fait que ça répond un peu à ce que ça répond à ce que je disais, là, c'est-à-dire que ta production verticale, à cause de l'albédo, de la neige, tu vas avoir une meilleure production. Elle va être vraiment efficiente. Ah oui, puis c'est vrai, j'ai oublié. L'autre chose aussi que j'ai posé la question à l'Université de Sherbrooke, là, parce que je collabore avec eux aussi sur l'agrivoltaïsme.
Parce qu'on veut partir un projet, en soit dit en passant, ici au Québec. Là, on cherche du financement. Là. On a toute l'ingénierie, tout est fait, le design, tout est fait. Là, on cherche du financement. S'il y a quelqu'un ici qui connaît une plug, là, subvention, on est rendu là. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est l'hiver ici au Québec. Moi, je demeure ici à Montréal, là, puis quand tu vas en Montérégie ou dans les Laurentides, là, puis tu regardes les grands champs, les terres agricoles, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a jamais beaucoup de neige parce que le vent pousse tout. Puis, cette neige-là, quand elles fond, elle est beaucoup aussi évaporée par le soleil. Elles ne font pas toutes dans le sol. Puis, ça ne va pas recharger complètement l'aquifère ou les nappes phréatiques parce qu'elle ne se rend pas toute là. Parce qu'elle se fait souffler, on la perd. T'sais. Si tu fais ça, ben, c'est des brise-vents, ça, en même temps. Là, la neige, elle va rester. Puis là, elle va fondre tranquillement, puis elle va fondre à la bonne place, ça veut dire vers le sol, pour recharger l'aquifère. Fait que je suis pas mal sûr que si on faisait ça ici au Québec, on faisait cette observation-là, on suivrait ça, là, je suis pas mal certain qu'on va remarquer qu'on a une recharge plus uniforme pour le sol. Moi, je ne suis pas un spécialiste géologue, là, OK? Peut-être que je pousse mon affaire un peu, mais moi, je suis pas mal certain que ça fonctionnerait à faire ça. C'est les murs coupe-vent, là, regarde, là. Tout de suite en partant, là, les agriculteurs détestent parce que le vent sur des grandes terres ouvertes, parce qu'ils perdent toute leur terre arable qui est soufflée par le vent. Fait que le fait d'avoir ça, écoute, ça va retenir beaucoup plus le sol aussi. Fait que tu vas avoir des bénéfices à faire ça ici au Québec. Ouais, que fait-on au Québec maintenant? Bon, qu'est-ce qu'on fait au Québec? On fait rien! Encore! On fait rien! On fait rien! Je suis un petit peu frustré à propos de... J'arrête pas de botter dans le derrière, le gouvernement, puis toutes sortes de monde pour que ça bouge. Pour le solaire! OK, on continue. Jardin des Coumènes, si je te dirais que c'est pas l'agrivoltaïsme pur et dur, comme je viens de vous montrer, là, mais ils sont quand même installés des systèmes solaires. On peut dire que c'est un peu pseudo-agrivoltaïque. Ils ont un chauffe-eau ici en bas, là, c'est pour chauffer les serres, puis ils ont une coupe de panneaux solaires comme ça, aussi d'installer. C'est plus ou moins là, de l'agrivoltaïsme. Bon, ça c'est le Jardin des Noix. Jardin des Noix, c'est ça, dans Lanaudière, à Saint-Ambroise de Lanaudière. Très bel endroit. Eux, ils ont 43 kW sur leur grange. C'est pas encore l'agrivoltaïsme comme je viens de vous montrer, mais c'est quand même des applications agricoles. Lui, maintenant, je l'ai posté dernièrement. Là, il est rendu, écoute, là, ça fournit en totalité presque la consommation électrique là, de la grange, là, ça produit suffisamment pour couvrir le chauffage. Écoute, il est vraiment content de son investissement. Puis ça a coûté quand même, je pense que c'est 90 000 $ son installation, puis il est en train de revenir dans son argent rapidement. Au contraire de ce qu'on dit à propos du solaire. Ça aussi, vous viendrez me voir, là, je suis juste là, je vais vous expliquer ça, moi c'est quoi. Hydro-Québec ne connaissent pas ça. Bon, on continue. Ouais, puis en passant, je suis un retraité d'Hydro-Québec, 30 ans, OK? Fait que moi, je sais de quoi je parle. On continue. Saint-Jean-de-Mata, ça, c'est une pépinière. Même chose, lui, il utilise la production agrivoltaïque en mesurage net pour ramasser le plus de crédits possible. Puis ces crédits-là, il les utilise après pour chauffer ses serres à partir du mois de mars. Parce que lui, il est dans l'horticulture. Faire pousser ses fleurs, il a besoin de chauffage. Fait que lui, là, il dit ça coûte que dalle maintenant. 0 une barre d'électricité. Il arrive kiff, ping. Retour d'investissement, super rapide. Bon, là, je collabore, moi, avec l'Université de Sherbrooke. Là, on est en train de se préparer, comme je disais tantôt, sur un projet agrivoltaïque là, qui s'en vient là, sur l'île de Montréal. Je ne veux pas aller trop dans le détail parce que on essaie de rester low profile pour l'instant, là, mais tout ça pour dire qu'on est très avancé. Là, on est rendu à la phase de financement pour essayer de décoller ça. Ça va être un exemple, là, évidemment. Je vais avoir aussi la collaboration
du centre CANMET qui est à Varennes. C'est le centre de recherche sur les énergies renouvelables de Varennes. Yves Poisson, pour ceux qui le connaissent, qui est le directeur du département qui est là. Puis il y a Martin en arrière qui est là aussi, qui veut collaborer là-dedans. Il est juste là, lui. Là. Oui, alors ça, c'est Centre Terre à Jonquière, le cégep de Jonquière, qui, eux, ils sont intéressés aussi à faire de l'agrivoltaïsme. On bouge, on essaie de vraiment initier les gens ici, le milieu agricole, les MRC, les municipalités, les politiciens. Je crois fermement qu'on est capable de faire des choses pareilles, puis ça va être très bénéfique pour le Québec de faire ça. Alors, si vous voulez en savoir plus, en apprendre plus sur l'agrivoltaïsme, ben, il y a cette revue-là en ligne, c'est gratos, gratuit, ça ne coûte rien. PV Magazine, allez voir ça. Ça parle du solaire, là, vous allez en vomir, OK? Il y en a du solaire là-dedans, les amis, là. Oh, on va pogner un coup de soleil tellement il y en a. Fait que, il y a plein de sujets, les rapports que je viens de vous parler d'eux sont tous là. Informez-vous comme il faut, éduquez-vous, là, c'est tout là disponible, c'est gratuit, c'est facile. Et that's all, folks. Des questions? Oui, ça fait bizarre. Je voudrais savoir, il faut les changer tous les combien de décennies, les panneaux solaires, ça se change Les panneaux solaires, la durée de vie, là, on est rendu à 30 ans et plus. Mais, 30 ans? Oui, mais c'est plus que ça. Là, OK? Il y a un rapport qui est sorti dernièrement. Là, le premier parc solaire européen, il est en Suisse. C'est un 50 MW, je crois, hein, Martin, c'est 50? Ben, il y a 40 ans, puis ça produit 80% encore. Fait que, tu sais, l'histoire, là, qu'au bout de 25 ans, il faut que tu penses à changer, c'est de la bullshit. OK. C'est de la grosse bullshit. D'accord. OK? Merci. Une autre question. D'abord, immense bravo, parce que moi, le solaire, ça fait une dizaine d'années que j'en fais la promotion, parce que j'ai beaucoup appris, surtout à la foire environnementale et avec d'autres organismes. Mais de voir quelqu'un comme vous qui connaissez, le fait de pouvoir savoir ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait chez nous aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se fait. Hydro-Québec aurait voulu, il y a quelques années, passer au solaire, mais la conjoncture du gouvernement faisait en sorte que c'était pas possible de le faire. Il fallait passer par l'électrification des transports. Là, cette fois-ci, c'est étant donné qu'il y a eu, avec l'inflation, ben là, on parle d'éoliennes, mais c'est certain que le solaire, sinon, ça aurait été du solaire. Ce que j'aimerais savoir, comme vous en connaissez beaucoup, est-ce que vous connaissez cet ouvrage? Ça s'appelle La Révolution du solaire de Yves Jacquin Lepire. Non, il y a tellement de livres sur le solaire. 2021. OK. Lui, c'est quelqu'un qui prône le solaire Oui. et qui fait... ça fait une trentaine d'années qu'il en fait. Oui. Et ce qu'il fait, c'est un Français. Et ce qu'il fait, c'est qu'il il parle de tout est possible. On a suffisamment de matériaux, c'est possible de le faire et c'est possible d'en vivre. Et ça mène à l'autonomie énergétique. Ça mène aussi au fait que c'est renouvelable, parce que c'est même renouvelable avec les forêts. Lui, il a eu dans son travail à reboiser et il plantait justement des panneaux photovoltaïques, peut-être du genre vertical, comme vous dites, je ne sais pas exactement. Là. Mais dans cet ouvrage-là, il en parle, il donne toute l'expérience et assez que éventuellement, c'est la seule énergie qu'on peut considérer comme étant infinie.
c'est l'énergie aussi qu'on peut remplacer Ouais. comme étant. OK. Ça va remplacer, ça pourrait remplacer Oui. le nucléaire. On n'a plus besoin de nucléaire Ouais, avec mais- cette énergie. OK, mais je vais vous arrêter juste là. OK? Moi je ne prône pas exclusivement le solaire. OK? Je veux être clair là-dessus. Là. Moi, je prône la diversification. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose d'autre qui va couvrir. Puis, il faut se diversifier. C'est ça la clé de réussir à s'en sortir là, parce qu'on va avoir des problèmes. Il ne faut pas là, focuser sur une chose, il faut focuser sur l'ensemble. Puis c'était un peu ça hier qu'on discutait. La discussion, je la trouvais un peu pointue, là, en tout cas, peu importe. Là. Il faut se diversifier. T'sais, moi, je crois que le solaire, ce qui est intéressant, c'est que c'est une énergie propre qui est disponible rapidement, puis elle est plus démocratique dans le sens où n'importe qui peut faire du solaire. OK? Tu achètes tes panneaux, là, tu en mets 3-4, là, puis ça y est, là, tu produis. C'est un peu ça. Ça produit même avec des nuages. Oui. L'ensoleillement, ça n'a pas besoin d'avoir du soleil, là, c'est sûr. Il faut au moins produire, là, évidemment, là, parce que l'éclairage est moins grand, là, alors tu produis moins, là, mais ça produit. Là. Aussitôt que la lumière du jour arrive, même si c'est couvert, ça va produire. Moins, mais ça va produire. Avez-vous un livre sur tout ce que vous venez de dire? Non, c'est Internet. Oui, Oui, allez sur Internet, PV Magazine, là, puis mais ça prend il y a des tellement... gens sérieux, puis vous, comme vous êtes très Ah, il y a du sérieux- monde sérieux déjà là-dedans. Là. Oui, mais Il y moi, en je a. ne connais pas. Vous, comme référence, je vais les lire. Oui, je vais oui, en parler. Puis je vais aller dans le même sens que vous. Un infini merci de tout Ouais, toute ça cette fait plaisir. information. C'est capital, monsieur. On devrait en avoir. Vous devriez faire des conférences tout le temps, partout. J'en fais beaucoup déjà. Mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Moi, j'en parle aussi beaucoup parce que j'en apprends beaucoup. J'en parle un peu partout. Je donne espoir aux jeunes. Je leur dis, vous autres, quand vous serez plus vieilles, dans une dizaine d'années, vous aurez des maisons solaires. Vous en aurez autonomie énergétique. Puis là, parce qu'on sait que ça se fait, Hydro-Québec, Oui. etc. Hydro, il veut, mais c'est parce que c'est des conjonctures économiques. Ouais. Mais en tout cas, immense merci. Ouais. Quelqu'un d'autre, une question? Ah! Oh! Ah, la relève! Notre plus grande All right, vedette. la relève. Yes! Let's go, la relève. Le solaire, ça pollue-tu? J'ai mal entendu. Le solaire, est-ce que ça pollue? Le solaire, est-ce que ça pollue? Ça, c'est une bonne question, ça. J'aime ça. OK. On va y aller, là. La fabrication des PV. On va commencer par ça parce que là, on parle de fabrication et il y a de la pollution. N'importe quoi qu'on va faire, ça va polluer. Peu importe. OK? Que ce soit du PV, n'importe quoi. On pollue à toutes les fois. Quand à toutes les fois tu vas faire quelque chose, tu as une intervention, il y a quelque chose qui va se passer. Bon, pour le PV, les cellules photovoltaïques. 80% des cellules photovoltaïques sont fabriquées en Chine. C'est quoi qu'ils prennent les Chinois pour produire l'électricité? Est-ce quelqu'un ici qui peut me répondre? Le charbon. Et voilà. Oui, il y a de la pollution quand on fabrique les cellules. Très bonne question. C'est quoi le retour quand la cellule va commencer à produire? Quand est-ce qu'elle va le devenir carboneutre? C'est au bout de 2 ans maintenant. Pourquoi? Parce que la technologie a beaucoup avancé dans la fabrication des cellules. C'est moins énergivore, à fabriquer aujourd'hui des cellules que ça l'a déjà été à une époque. On ne parle plus de la même technologie. Mais les Chinois continuent à brûler du charbon pour faire de l'électricité. Mais ils sont quand même les champions du monde pour les renouvelables. C'est eux là, qui sont en avant pour les éoliennes, le solaire, le tout. Là, Ils sont en avant, puis ils sont le pied dans le tapis. Là. Mais à un moment donné, là, on va se réveiller. Tabarnouche, ils sont 100% renouvelables. Puis ça va aller vite. Parce que quand les Chinois ils se décident, ça va vite. Eux autres, ils n'ont pas un paquet de monde dans les jambes. Là. Puis ça avance comme un bulldozer. Alors, comment tu t'appelles, toi, le petit monsieur, là? Esteban. Stéphane? Esteban. Esteban, comme la voiture là-bas, là. Esteban. La voiture solaire là-bas, là, elle s'appelle Esteban. Ben, félicitations, Esteban. Très belle question. Vraiment, là, je suis content de ça, là. Oui, Patrick, j'aurais une petite question.
J'avais lu sur Sonagri, entre autres en France, Ouais. qu'il y avait déjà un mouvement d'agriculteurs, une coopérative en cours là, qui s'était mis ensemble pour justement faire la promotion de l'agrivoltaïsme en France. Ouais. Je me demandais s'il y avait des initiatives comme ça au Québec. Non. Pas du tout. Zéro de bord. Ok. On travaille là-dessus. Là. J'ai quelqu'un dans mon organisation là, qui lui fait de la grosse représentation dans une MRC. Je ne veux pas la nommer parce que on est dans les négos là, de ce temps-ci. Là, mais oui, on travaille. Là, on veut vraiment pousser l'affaire. Puis c'est pour ça que moi, de mon côté, j'essaie d'en décoller un démonstration là, agrivoltaïque. Mais on va faire les deux techniques, là, horizontale et verticale. On veut vraiment jouer avec les deux pour voir au Québec, dans notre climat, comment ça va se passer. Mais non, c'est peut-être que ça se discute, je ne sais pas. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout savoir. Là. Mais moi, j'ai pas eu encore vraiment là, d'écho que des agriculteurs qui ont commencé à se regrouper pour arriver avec ça. Je n'ai pas entendu parler de ça. Ça se peut que ça c'est en train de se fomenter, là, si on veut. Là. Il sera encore à convaincre, Ou- si on veut. Moi, je pense qu'on est passé le convaincre. Là. C'est juste d'avoir... Il manque pas grand-chose pour que ça décolle. C'est ça, je peux vous le dire, là, parce qu'il y a plein de monde qui regarde ça à grandeur du Canada. Ça, je suis au courant. Puis ici au Québec, je sais qu'il y en a d'autres qui regardent ça. C'est juste là la petite étincelle de plus qu'on a besoin pour vraiment partir le projet. Merci. Je pense que présentement, les gouvernements. M. Legault, il aurait voulu, je crois, faire du solaire, mais bon, il y avait un certain obstacle. Disons, appelons ça comme ça. Je pense que la volonté, quand même, là, il serait probablement beaucoup plus. Peut-être avec le ministre Fitzgibbon, il serait probablement beaucoup plus intéressé à faire des projets qui vont aboutir, vont donner des résultats. Parce que ça, c'est leur option. Il faut donner des résultats. Et on sait que le solaire donne des résultats. Avec tout ce qui a été montré, tout ce que vous dites, puis votre conviction, toute votre expérience, c'est certain que les approcher pour, ou si ça a déjà été fait, ou en tout cas, moi, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment, eux sont capables, ils ont les moyens, puis des projets dont on est quasiment certain que ça va aboutir. Ça va être la preuve de. Alors, pour le financement, parce que moi, je vous encourage. Ah ouais, merci. Fini les questions? Bien, écoute, un gros merci, Patrick. Patrick, il m'a aidé beaucoup dans l'organisation de cet événement, dans les conférences, à avoir des exposants. Donc, un gros merci pour ton implication.